pas mal de têtes connues dans la salle, donc je vais quand même me présenter assez rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Séverine Huguenin, je suis physiothérapeute ici à la clinique Le Noirmont depuis pas loin de 15 ans. Je suis responsable des secteurs physio et ergo, et puis je travaille avec des patients amputés depuis à peu près 10 ans en réadaptation et en ambulatoire. Il y a à peu près 6-7 ans en arrière, un peu frustrée de manque de connaissances, je suis allée me former en France, à Strasbourg, en fait, sur la prise en charge des amputés. Et ben, j'ai été confrontée un peu aux mêmes remarques que Steven en Allemagne, en fait, par rapport à l'image qu'on a de la Suisse par rapport aux prises en charge et puis ces choses-là. Et puis bonjour à tous et à toutes. Moi je m'appelle Gwénoline Lejoly, vous pouvez m'appeler Gwen, c'est bien plus court. Je suis physio et puis maître d'enseignement à la Haute École L'Arc. Je travaillais jusqu'à il n'y a pas très longtemps en centre de rééducation. Et puis depuis un certain temps, je commence à développer mon activité en tant qu'indépendante. Donc on verra ce que ça donnera. Tu veux peut-être... Oui. Alors, comme vous avez vu ce matin, donc, il y a déjà eu une partie un peu physio qui a été abordée. Donc, il y aura un petit peu de redondance sur certaines slides au niveau des thématiques. Nous, on va essayer de se centrer plutôt sur le sens qu'on donne aux patients, sur le pourquoi, en fait, on travaille telle ou telle chose. Et puis, un peu le pont. Dans les têtes que je connais, il y a pas mal de physiothérapeutes qui travaillent en ambulatoire. Donc, aussi un peu le relais avec l'ambulatoire. Où on ne les voit pas forcément tous en ambulatoire après coup, ou pour d'autres choses. Ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir vous parler un petit peu de l'équipe interdisciplinaire que vous connaissez toutes et toutes, de vous parler de l'évaluation en physiothérapie qui a déjà été mentionnée, donc il y aura peut-être des répétitions, de vous parler aussi un petit peu de la prise en charge du moignon, qu'est-ce que nous, en tant que physiothérapeutes, on fait, les objectifs de traitement, que ce soit de manière générale ou de manière un petit peu plus spécifique, et quelles sont les surveillances à avoir auprès de nos patients et patientes, et qu'est-ce qu'on peut organiser pour le retour à domicile par la suite. Concernant l'équipe interpro, donc ça parle un petit peu par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Donc on travaille toujours en collaboration c'est très important dans la prise en charge, en réadaptation, mais particulièrement chez les amputés. Et il y a énormément en fait de professionnels qui travaillent ensemble et qui doivent pouvoir communiquer ensemble en ayant toujours le patient au centre des préoccupations. Et puis, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'amputation pour un patient, c'est un événement qui est quand même un changement majeur au niveau de leur vie, en fait, au niveau de leur qualité de vie. Et puis, il y a tout un processus qui va autour de ça et qui peut se manifester avec des étapes qui peuvent se manifester à différents moments. Des patients qui, au début, peuvent le prendre très bien ou paraître le prendre très bien et décompenser un peu plus tard. Donc, je pense que c'est une vigilance qu'on peut avoir, même en ambulatoire, en fait, de comment un patient réagit et vit au quotidien son amputation. Puis en tant que physiothérapeute, on passe beaucoup de temps avec les patients. On les voit, alors en réadaptation, on les voit plusieurs fois par jour. Après en ambulatoire, on les voit parfois plusieurs fois par semaine. On passe un certain temps avec eux. Et on a vraiment un rôle aussi dans l'échange, on va dire, de banalités qui nous permettent de prendre la température un peu de comment se sent notre patient. Au niveau de l'évaluation en physiothérapie, ça ressemble quand même globalement au bilan qu'on peut réaliser avec des patients musculo-squelettiques. On va du coup axer notre première prise en charge donc avec une anamnèse et puis une recueil de données qui nous donnera beaucoup d'informations pour la suite, pour savoir en fait vers où est-ce qu'on va et puis qu'est-ce qu'on veut axer par rapport à la rééducation. On passera un bon bout de temps à du coup éduquer notre patient et la patientèle pour pouvoir aussi leur expliquer le déroulement de la réadaptation. On vous en dira un petit peu plus par la suite. Et puis l'importance des bilans qui nous aideront, comme a été dit ce matin, à pouvoir élaborer des objectifs SMART pour l'éventuelle sortie de la personne par la suite. L'anamnèse et le recueil de données parlent, je pense, à la plupart d'entre vous, physiothérapeutes, parce que c'est au final une anamnèse qui est relativement classique de base. On va s'attarder un peu plus sur les antécédents musculo-squelettiques qui peuvent, au-delà des algo-hallucinoses ou des hallucinoses qui ont été mentionnées déjà ce matin, qui peuvent jouer un rôle et sur l'appareillage et sur la gestion des moyens auxiliaires, donc les douleurs qui peuvent résulter d'antécédents musculo-squelettiques,
ou d'opérations préalables. Les comorbidités, je passe pas trop de temps dessus, elles ont été mentionnées par les collègues ce matin, mais elles ont un impact important sur la réadaptation. Et puis vraiment aussi l'état cognitif qui va être capital, parce que le patient doit pouvoir comprendre chaque étape et chaque processus. Et même si ce processus il a été amorcé à l'hôpital, en réadaptation, on se rend souvent compte que le patient il a peut-être oublié certaines choses ou peut-être été dans le déni au moment où les informations lui ont été transmises lors du séjour hospitalier. Et puis on repart des fois un petit peu à zéro, même plusieurs fois pendant le séjour en fonction de l'état cognitif du patient. Et puis les facteurs de risque cardiovasculaire, forcément, vont avoir une importance médicale, mais c'est vrai qu'en termes de dépenses énergétiques, je fais écho au schéma qui a été montré ce matin. Hein. Donc on voit qu'un patient qui est en mauvaise condition, avec beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, ça va aussi compliquer sa récupération par après. L'éducation thérapeutique et puis du coup le déroulement de la réadaptation, on se rend compte que souvent lorsque les patients arrivent en rééducation, ils ne sont pas du tout au courant du processus ou de ce qui leur attend. Du coup, c'est quelque chose où on a un rôle qui est indispensable de pouvoir leur dire voilà, c'est ce qui vous attend, vous allez rester peut-être tant de temps auprès de nous. Et puis de pouvoir aussi leur expliquer les étapes par lesquelles ils vont passer, peut-être une prothèse provisoire, puis une prothèse semi-définitive, et puis ensuite peut-être un retour à domicile avec une prothèse définitive. Et ce qui se fait de plus en plus, c'est que des patients, des personnes amputées qui sont sorties et qui sont retournées à domicile sont de plus en plus missionnées pour venir en centre de rééducation pour pouvoir briefer et expliquer aux personnes du coup qui viennent peut-être d'être amputés récemment, en fait, qu'est-ce qui leur attend et puis qu'est-ce qui va se passer. Et puis ils sont là en tant qu'aide pour pouvoir les soutenir et puis leur expliquer un petit peu davantage ce qui va se passer pendant de nombreuses semaines. L'évaluation reprend en partie des points qui ont été mentionnés ce matin, donc je ne vais pas revenir sur les choses qui ont déjà été mentionnées. Nous, on travaille bien souvent aussi avec la MIF, pas forcément avec l'outil qui a été présenté ce matin par les collègues. En termes d'analytique, je reviens aussi sur les amplitudes articulaires parce que ça va conditionner l'appareillage, la présence d'un flexum. Donc en tant que physiothérapeute, c'est important et pendant le séjour, mais aussi après. En fait, par exemple, un patient qui porterait pas sa prothèse pendant un temps pour des questions de plaie ou comme ça, qui vient en ambulatoire. En suivi ambulatoire, s'il est sans arrêt assis dans son fauteuil roulant, qu'il n'a pas son repose-moignon, donc on a vraiment un côté préventif aussi là-dessus à moyen-long terme. L'AMPRO, il vous a été présenté ce matin, Gwen en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et puis au niveau de la marche, alors on va, si c'est possible, faire un test de 6 minutes de marche, sinon évaluer des vitesses de marche, et puis accorder aussi pas mal d'importance sur les aspects qualitatifs, et puis sur justement la manière dont le patient déroule le pas pour après pouvoir le former au mieux sur comment gérer son appareillage. Avec une amputation transtibiale, il y a un petit peu moins de paramètres à prendre en compte, mais par contre avec une amputation transfémorale, là le patient va devoir vraiment apprendre à gérer aussi le genou, comme le disait Steven, donc ça fait partie aussi du rôle d'éducation thérapeutique après coup. Et puis on évalue aussi l'équilibre. Alors ça, les tests, c'est en fonction de la pertinence, de la catégorie d'âge, des capacités du patient. Ce matin, du coup, le AMPRO, donc Amputee Mobility Predictor, a très bien été expliqué. Du coup, on peut juste vous montrer les résultats. Et puis, du coup, quand on parlait de K0 jusqu'à K4, les résultats sans prothèse, donc vous allez retrouver juste ici avec prothèse. Et puis ce qu'on peut peut-être vous expliquer, c'est quand on se retrouve avec quelqu'un qui a un niveau K2, on va considérer que du coup le ou la patiente aura la capacité ou le potentiel de se déplacer avec la possibilité de traverser des obstacles de son environnement comme des trottoirs, des escaliers ou des surfaces inégales, typique du patient qui évolue dans un environnement urbain. C'est peut-être la patientèle que l'on retrouvera le plus, que ce soit en rééducation ou même peut-être par la suite en cabinet, même si bien évidemment il y a des personnes qui ont un K4 sans prothèse et même avec prothèse par la suite.
Les étapes d'évaluation, donc on a une partie qui concerne l'évaluation du moignon, où on a un suivi qui doit se faire en interdisciplinarité aussi, en réadaptation avec l'équipe médicale et l'équipe infirmière, les infirmières spécialistes des plaies. Et puis on vous présentera brièvement aussi les différentes contentions existantes qui vont accompagner le patient dans son cheminement. En tant que thérapeute, du coup, il est indispensable, souvent avant et puis après thérapie, de pouvoir vérifier le moignon de la personne. Ici, vous voyez juste quelques petits exemples au niveau du trophisme, avec, par exemple, juste ici, une flictène. Ici, on avait du coup, comme expliquait Steven, comme un suçon qui était apparu suite du coup à la mise en place de la prothèse. Et puis avec parfois des points d'appui qui apparaissent. Et puis vraiment, c'est vital avant et post-séance de pouvoir vraiment vérifier la peau pour savoir est-ce que du coup l'après-midi, est-ce qu'on ferait vraiment une thérapie plutôt active ou est-ce que du coup on se dirait ok, on fera une thérapie peut-être un tout petit peu passive pour pouvoir laisser ce moignon se reposer un petit peu. Et puis donc indispensable de faire attention à cette thématique-là. Peut-être juste, si tu peux, ouais. La deuxième photo et la quatrième photo, en fait, c'est le même patient, sauf erreur 3 ou 4 semaines d'intervalle. Donc, on voit que la peau, elle reste très fragile, en fait, à l'endroit où il y a eu la lésion. Et puis ça, c'est une surveillance qu'on doit avoir sur probablement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et puis le volume et la forme, là aussi ça a déjà été mentionné, mais ça conditionne l'appareillage et en fait on a aussi une surveillance à avoir de ce côté-là. Et puis quand on mentionnait l'interdisciplinarité, nous ici au Noirmont on n'a pas de prothésiste sous la main, donc on collabore avec les différents prothésistes. Donc on a des contacts étroits avec eux pour leur faire remonter les informations. Et puis en cabinet, ça serait la même chose. Si vous constatez que quelque chose semble louche, un patient qui enlève sa prothèse, qui aurait des points d'appui. La première photo, il y avait une gêne au niveau de la tubérosité tibiale antérieure qui a été repris plusieurs fois par Steven. Tu le reconnais pas? C'est le champignonneur. Je sais. Une autre partie qui est du coup assez indispensable, c'est la contention du moignon. Donc en tout début de phase, on souhaite vraiment pouvoir avoir une forme, comme l'expliquait Steven, qui puisse du coup nous permettre de mettre en place une prothèse. Donc généralement, les premiers temps, les patients et patientes ont un bandage de compression qui est réalisé de manière interdisciplinaire. Ça peut être les physios, ça peut être les ergos, ça peut aussi être les soins infirmiers. Généralement, par la suite, ils passent à un manchon post-opératoire. Je sais que ça dépend aussi des centres de rééducation, donc ça peut éventuellement changer en fonction des institutions. Puis, comme l'a dit Steven, on passera à un liner, donc c'est vraiment cette chaussette qui peut être mise en dessous de la prothèse. Et généralement, le bas compressif, c'est ce qui porte le plus pendant la nuit pour éviter en fait que pendant la nuit, il se retrouve avec une fluctuation de volume qui, le lendemain, ne nous permette pas de mettre en place la prothèse et de pouvoir poursuivre la rééducation. Les objectifs de prise en charge, ils ont déjà été mentionnés ce matin par les collègues, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et puis, on va plutôt vous montrer des exemples concrets de ce qu'on propose à nos patients. Tant dans les objectifs généraux que dans les objectifs spécifiques propres à la patientèle amputée. Donc, comme objectifs généraux, on va vouloir travailler les transferts pour autonomiser et puis que le patient ait une indépendance la plus grande possible. Et puis, on va vouloir aussi, sur le long terme, pouvoir favoriser les déplacements des patients et patientes, ainsi que de pouvoir évoluer sur le changement des moyens auxiliaires. Généralement, ils commencent souvent avec un déambulateur ou déambulateur de roues. Et puis, l'objectif, c'est que sur le long terme, ils puissent, si c'est possible, avoir le moyen auxiliaire le moins finalement contraignant. Certains patients peuvent éventuellement sortir avec 2 cannes, certaines une, et puis certains patients et patientes terminent sans moyen auxiliaire sur le long terme, ce qui serait l'idéal. Au niveau du renforcement musculaire, donc, comme ça a été mentionné ce matin, donc on travaille tant sur membre supérieur que membre inférieur.
Le membre supérieur, ça va avoir pour vocation surtout de favoriser l'utilisation des moyens auxiliaires en début de prise en charge, surtout un patient qui aurait des douleurs à l'appui sur le membre amputé. Aussi favoriser les déplacements avec le fauteuil roulant et puis permettre aussi justement d'évoluer au niveau des moyens auxiliaires quand ils ont un peu plus de force. Ça permet de passer de faire le relais sur des moyens auxiliaires qui sont un peu moins volumineux, un peu moins encombrants. Et puis d'améliorer aussi les transferts avec et sans prothèse, parce qu'il est important que, autant au niveau du renforcement qu'au niveau de la déambulation et des transferts, le patient ne portera pas sa prothèse 24 heures sur 24 à la maison. Plus il la porte, mieux c'est, mais c'est vrai que c'est possible qu'un patient puisse passer des jours ou des heures dans une journée sans prothèse, et puis il faut qu'il puisse aller aux toilettes au milieu de la nuit sans devoir, par exemple, s'appareiller. Donc le travail avec et sans prothèse, c'est aussi hyper important pour les patients. Et puis favoriser la rééducation à la marche et puis travailler aussi le renforcement sur le membre résiduel, sur ce qui est possible encore de travailler, parce que comme mentionné là, une prothèse ça peut être lourd, et puis il faut aussi que le patient soit en capacité de l'actionner. Comme objectifs généraux, mais qui peut aussi être tout à fait spécifique, en tant que physiothérapeute, c'est vrai qu'on se base beaucoup sur la rééducation à la marche. Comme l'a dit Séverine tout à l'heure, on bilante au niveau quantitatif, mais il faut aussi qu'on puisse le faire au niveau qualitatif. Le but étant de pouvoir maximiser une marche le plus naturelle possible, mais aussi qu'il puisse du coup être fonctionnel. Et puis, ce qu'on essaye en tout cas de faire avec les patients et patientes, c'est de pouvoir se rapprocher un maximum de leur vie. Et puis, il est indispensable de pouvoir tester tout ce qui est sol irrégulier, descente et remontée de pente, ainsi que de pouvoir avoir un bon déroulement du pas. Certains patients et patientes ont des activités, comme par exemple ton patient qui part aux champignons. Donc c'est vrai que c'est indispensable de pouvoir maintenir en tout cas toutes ces activités-là. Et puis c'est vrai que les centres de rééducation sont souvent très plats et on ne retrouve pas forcément les difficultés de la vie quotidienne, que ce soit un trottoir, une racine, que ce soit peut-être des sols irréguliers type la forêt ou l'herbe, etc. Donc c'est des choses absolument à devoir, ou en tout cas à essayer de tester si l'environnement le permet, et puis à travailler par la suite, lorsque la personne sort du centre de rééducation, donc en cabinet ou même à domicile, n'hésitez pas à poursuivre ce travail-là qui est juste indispensable pour eux. On vous a mis quelques petites vidéos pour que vous puissiez voir l'évolution de certains patients et patientes. Actuellement, ce patient marche sans canne et puis a repris en tout cas une vie plus ou moins normale entre guillemets, mais du coup, il n'a plus besoin de moyens auxiliaires et puis il se débrouille super bien. Puis là, c'est un patient donc, qui avait pour objectif de retourner aux champignons. Donc c'était son but de séjour. Et puis du coup, on a beaucoup travaillé. On a la chance ici d'avoir une infrastructure extérieure qui nous permet un peu tout type de terrain. Donc on a beaucoup travaillé sur des terrains inégaux. C'est un patient qui a été amputé il y a maintenant 1 année et demie et puis qui se déplace sans moyens auxiliaires depuis déjà plusieurs mois. Au niveau des objectifs généraux, donc on va axer sur un travail le plus fonctionnel possible en réadaptation, dans l'idée aussi d'avoir un réentraînement cardiovasculaire quand c'est possible, et puis aussi d'avoir autant que possible la notion de plaisir. Alors je ne veux pas couper l'herbe sous le pied à notre collègue ergo qui parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que si le patient trouve du sens à ce qu'on lui propose comme exercice, c'est plus profitable pour lui, et il le fera aussi, il sera plus adhérent à sa prise en charge. Et puis on travaille aussi bien évidemment les escaliers qui peuvent être travaillés avec ou sans prothèse selon les besoins. Et puis parfois on a dû faire preuve un peu d'inventivité aussi pour certains patients qui ont des escaliers un petit peu compliqués. On a même dû travailler descente et relevé du sol pour pouvoir faire les escaliers sur les fesses avec une patiente qui ne pouvait pas porter sa prothèse pendant un temps. Donc il faut savoir des fois être un peu créatif.
On n'hésite pas aussi à travailler tout ce qui est proprioceptif, que ce soit du coup peut-être sur un plateau technique ou même à l'extérieur. Et puis en fait, comme l'a dit Séverine, on n'hésite pas aussi à travailler le relevé du sol, parce que mine de rien, c'est des patients et patientes qui chutent. Comme Steven a pu nous l'expliquer, j'ai l'exemple d'un patient qui récemment en fait a du coup emmené sa prothèse du coup pour juste être quelques petits réglages, et en fait il avait tellement bien intégré la prothèse dans son schéma corporel que lorsqu'il a refait son premier pas, en fait il est tombé par terre parce que du coup il a voulu faire un pas et puis c'était un pas dans le vide. Donc comme il me l'a expliqué, il s'est un peu genre écrasé comme une crêpe par terre, et puis du coup dont l'importance de pouvoir retravailler le relevé du sol avec ou sans prothèse lorsqu'il se retrouve dans ce genre de situation. Puis c'est un exemple qui n'est pas rare, je crois qu'on en a tous des comme ça. Donc là, toujours dans la même idée, de gérer aussi l'appareillage sur des terrains inégaux avec des descentes plus ou moins importantes. Là, le patient, en l'occurrence, dernier contact que j'ai eu avec lui, il avait fait une petite vidéo qu'il a malheureusement pas pu m'envoyer où il descendait un talus encore plus raide que ça, où là, il devait s'aider d'un bâton de marche. Et puis ce patient, il a les mains dans les poches, donc c'est peut-être pas non plus l'idéal pour certains moments. Donc vous n'avez pas la chance d'avoir ma voix avec mon charmant accent sur la vidéo qui dit « Sortez les mains des poches » et qu'il en a rien à faire. Au niveau des objectifs spécifiques qui sont plus propres à la prise en charge des amputés, donc il y a énormément d'éducation thérapeutique sur tout ce qui est gestion de l'appareillage. Le patient doit être en capacité, ou l'entourage doit être en capacité de pouvoir mettre son appareillage, faire les surveillances nécessaires. Donc il y a énormément de choses à lui faire intégrer. On fait faire le patient le plus rapidement possible sur les différentes étapes de la prise en charge, en le sensibilisant. Ce matin, il y a le miroir qui a été mentionné. C'est quelque chose qu'ils ont des fois aussi un peu de la peine à utiliser. On doit beaucoup répéter ces choses-là. Ils ont tendance à regarder un petit peu comme ça. Au niveau des douleurs fantômes, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs armes thérapeutiques qui ont un peu été mentionnées ce matin aussi, notamment la thérapie miroir. Ici, à la clinique, on a une ergothérapeute qui est spécialisée en rééducation sensitive, une deuxième qui va se former tantôt. Donc c'est plutôt elles qui vont, par cette rééducation-là, ce principe de rééducation-là, favoriser la gestion des douleurs fantômes. Il y a les aspects médicamenteux aussi qui sont gérés par le team médical. Et puis le fait de porter sa prothèse, généralement aussi, on voit une réduction des douleurs fantômes, le fait que le patient remarche, qu'il se remobilise avec sa prothèse, ça va aussi avoir un impact favorable. Donc on essaye autant que possible de les faire retrouver un schéma de marche le plus naturel possible. Le traitement cicatriciel, pour ma part, c'est quelque chose que je mets un peu en parenthèse en début de prise en charge. C'est plutôt quelque chose qu'on traite en ambulatoire quand la cicatrice est bien fermée, parce que souvent, c'est des cicatrices qui peuvent être un petit peu fragiles, particulièrement chez les patients diabétiques, donc à prendre avec des pincettes. Et puis après, toute la gestion de la dépense énergétique, justement, donc, et dans le réentraînement à l'effort, et dans la gestion, l'apprentissage de la gestion de l'appareillage, et des techniques aussi sans appareillage, qui vont être importantes à aborder avec le patient. Quelques surveillances à avoir qui finalement sont interdisciplinaires, ça peut être autant les physios, les ergos, comme du coup le corps médical, corps soignant, etc. C'est vrai que peut-être une des surveillances que l'on a le plus en physio, c'est peut-être le flexum, où on vérifie vraiment ces amplitudes articulaires pour ne pas se retrouver avec des complications par la suite. Toujours bien vérifier le trophisme, la tolérance cutanée lors du port de la prothèse, et puis ça fera aussi le lien avec peut-être la progressivité du port d'une prothèse. Donc au début c'est souvent 3 fois 15 minutes, puis au fur et à mesure du coup on augmente. La compliance aussi de nos patients et patientes. Prise et perte pondérale, on ne se rend pas compte, mais en fait l'impact est juste énorme. Il y a des personnes qui à l'hôpital du coup ont un suivi nutritionnel très très strict, qui du coup maintiennent des valeurs, retournent à domicile et en fait perdent complètement le poids qu'ils avaient du coup atteint en centre de rééducation. Et en fait on se retrouve du coup avec une emboîture qui n'est plus du tout adaptée, avec du coup des changements à effectuer. Donc c'est des choses auxquelles il faut aussi faire attention. Et puis, ça a une répercussion au niveau de la fluctuation et puis du volume du mognon.
Puis dans certaines situations, le moignon peut changer même au cours d'une journée. Donc il y a des patients qui doivent faire preuve d'un peu d'adaptabilité au cours d'une même journée pour que l'appareillage ne bouge pas et puis éviter tout ce qui est piston, par exemple, qui a été mentionné par Steven tout à l'heure. Pour le retour à domicile, donc un patient qui sort d'ici en division musculo-squelettique chez nous part d'office avec un rapport de sortie. Donc les patients amputés en font partie. Normalement, ils le reçoivent, donc vous pouvez leur demander si vous l'avez en cabinet. Ils doivent l'avoir reçu. Et puis après, c'est tout un suivi au niveau de l'évolution du port de prothèse. Gwen en a parlé tout à l'heure. Donc effectivement, on va tendre à augmenter progressivement le temps de port de la prothèse. Pour que la peau s'habitue, pour que le patient s'habitue. Et puis au niveau des suites de prise en charge, ça peut être soit à domicile, notamment beaucoup pour les ergothérapeutes, ou en cabinet. Et après, il y a justement la physiothérapie n'est pas un automatisme, on va dire, post-amputation. Il y a des gens qui s'en sortent très bien sans avec leur base de réadaptation, mais généralement, ils finissent toujours par revenir chez vous pour ça ou plutôt pour autre chose. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit œil sur ce qu'ils font, même quand c'est des gens qui ont été amputés il y a pas mal d'années. Des fois, il y a des questions qui émanent ou des choses étonnantes qui peuvent être découvertes. Puis si je peux juste rajouter, on se rend compte aussi post-sortie qu'il n'y a peut-être pas assez de physiothérapeutes qui sont spécialisés dans ce domaine-là et où en fait on ne sait pas, on a quelques difficultés à pouvoir prendre en charge ces patients et patientes. Du coup, peut-être dans l'idée de faire peut-être une liste avec laquelle on se dit en fait, je sais que tel et tel physio est spécialisé dans le domaine, je sais que je peux du coup l'emmener, que ce soit à domicile ou peut-être en cabinet. Donc, c'est peut-être des idées qu'on pourrait essayer de mettre en place par la suite. Et puis, comme du coup, take-home message, ce qu'on vous propose, c'est pour voir si vous avez été attentif et attentive, vous pouvez du coup scanner le code QR. Et il y a un nuage de mots qui va apparaître. Et ce qu'on vous propose, c'est de mettre en 2-3 mots ce que vous avez retenu de la présentation. Donc, ce qu'on remarque, les mots qui apparaissent du coup en grand sont les mots qui sont réapparus le plus souvent. Donc, on peut voir suivi, rééducation, on peut voir moignon, pluridisciplinaire. Et puis, les autres mots. Ce que je vous propose, c'est qu'on fera une petite capture d'écran, puis on vous le mettra, comme ça vous pourrez voir les réponses des autres personnes. On vous remercie en tout cas avec Séverine. Merci et puis beaucoup. on vous souhaite une belle après-midi.